C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Woerth, oui, nous sommes d'accord. L'accompagnement des entreprises dans l'après-confinement est en effet un défi majeur et nous nous employons à le relever. Car les conséquences économiques et sociales de la crise du Covid se précisent chaque jour. Et elles seront graves et elles seront sans précédent. Permettez-moi de réitérer à ce propos ma profonde reconnaissance et celle de la majorité parlementaire envers le gouvernement qui s'est jeté de toutes ses forces dans la bataille contre cette crise sanitaire, mais aussi économique et sociale. D'abord pendant le confinement, au travers de mesures colossales enrichies par notre Assemblée. Ce sont par exemple 110 milliards d'euros qui ont été investis dans les reports de charges et le fonds de solidarité pour les TPE, les indépendants, les professions libérales. Ce sont 13 millions de salariés qui ont été couverts par une demande d'activité partielle depuis le 1er mars. Cette activité partielle était indispensable pour sauver nos emplois et conserver nos compétences. Et l'État français a été exemplaire dans ce rôle protecteur durant la crise. Les entreprises en sont conscientes et nous remercient pour notre action conjointe, gouvernement et Parlement. Aujourd'hui, alors que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, celle de la reprise de l'activité, les politiques publiques continuent de jouer un rôle crucial dans l'accompagnement des entreprises et dans la relance de notre économie, avec un enjeu majeur, la sauvegarde de l'emploi et des compétences au sein des entreprises. Monsieur le rapporteur, vous proposez ici une mesure d'incitation à la reprise du travail pour les entreprises mettant fin au chômage partiel de leurs salariés, incitation qui prend la forme d'une exonération de charges sociales pendant 6 mois. Nous recevons cette proposition avec intérêt, car comme je l'ai dit, nous partageons votre préoccupation et votre souhait d'accompagner les entreprises dans cette période délicate. Néanmoins, il nous semble que votre proposition répond imparfaitement à ce besoin, car elle s'applique indifféremment à tous les secteurs, sans prendre en compte les spécificités et la situation de chacun. Ces exonérations de charges généralisées coûteraient très cher, d'une part, et généreraient de nombreux effets d'aubaine, d'autre part. Vous dites que les milliards coulent en avalanche, et je suis étonnée que vous en fassiez un argument. Car en ces temps de crise majeure, il nous apparaît essentiel, au contraire, de bien cibler les investissements et les aides apportées pour permettre des efforts massifs, mais là où c'est nécessaire, et afin d'être le plus efficace possible. Et c'est bien l'approche adoptée par le gouvernement, avec l'apport et le soutien de notre majorité. En choisissant d'activer plusieurs dispositifs ciblés, en déployant des plans de relance massifs dans les secteurs les plus touchés, en n'oubliant pas les fournisseurs et les sous-traitants de ces secteurs, en favorisant les accords d'entreprise ou de branche étendus pour le maintien dans l'emploi dans les activités qui connaîtront une baisse d'activité durable, le gouvernement déploie des moyens massus pour accompagner et soutenir les secteurs et les entreprises qui en ont le plus besoin. Il y aura des exonérations, mais différenciées et selon les besoins. Ce sont des exonérations pour les entreprises jusqu'à 250 salariés dans la culture, les arts du spectacle, le sport, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, ainsi que pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés qui ont été obligées de fermer pendant le confinement. Ce sont aussi des exonérations possibles au cas par cas pour tous les autres secteurs, permettant de s'adapter à chaque situation. Ce sont des plans de relance sectoriels qui seront examinés dans le 3e projet de loi de finances rectificatif. 18 milliards dans le tourisme, 8 milliards dans l'automobile, 3 milliards dans la culture, 15 milliards dans l'aérien. L'horticulture, le BTP, les entreprises technologiques font également l'objet d'une attention particulière et d'investissements financiers associés, avec à chaque fois un volet de modernisation et de développement durable permettant de mettre ces secteurs sur les rails de l'avenir. C'est aussi un plan de relance inédit au niveau européen qui est en préparation et qui permettra de coordonner les stratégies de relance pour plus d'impact. Enfin, c'est une priorité donnée à l'emploi des jeunes, avec entre autres la prise en charge par l'État de la première année de formation des futurs apprentis. Vous le voyez, la relance de l'activité que nous organisons main dans la main avec le gouvernement est massive. Elle met un tigre dans le moteur, comme vous le dites. En complément, elle s'accompagne d'un dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi, pour permettre, comme vous le souhaitez, monsieur le rapporteur, de sortir progressivement mais sûrement des dispositifs d'activité partielle. Ainsi, alors qu'elle était prise en charge à 100% lors du confinement, l'activité partielle n'est plus prise en charge aujourd'hui qu'à 85%, incitant les entreprises à la reprise d'activité tout en continuant à les soutenir. Et demain, cette activité partielle a vocation à être remplacée par le dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi,
qui conditionne l'aide à la signature d'un accord d'entreprise ou de branche étendue et qui suppose des engagements de maintien dans l'emploi de la part des entreprises bénéficiaires. Une réponse chirurgicale, comme Madame Rabault l'appelle de ses voeux. Car cette solution permet de faire du sur-mesure, et c'est bien cette agilité et cette précision qui nous permettront d'aider vigoureusement ceux qui en ont le plus besoin, et donc de faire se relancer l'économie dans son ensemble, et avec elle l'emploi. Vous le voyez, des solutions adaptées, plus adaptées que celles que vous proposez, monsieur le rapporteur, se mettent déjà en place. C'est pour ça que le groupe La République En Marche votera le rejet de cette PPL. Je vous remercie, chers collègues.